Alors, ce que je vous propose, c'est, dans un premier temps, si vous avez des questions de compréhension sur les expériences qui ont été présentées, on va les privilégier. Donc, sur l'expérience à la fois des Pyrénées ariégeoises, du Verdon, ou alors l'éclairage de Clarisse. Je voulais avoir des précisions sur la boucherie interprofessionnelle ou multiprofessionnelle. Ça représente combien d'adhérents, cette cycle, hein, et du côté des éleveurs, je suppose qu'ils sont adhérents, ou comment se contractualise l'apport des animaux à cet outil? Est-ce qu'on ne reproduit pas peu ou prou un groupement de producteurs ou quelque chose comme ça? Alors, déjà, on en est au balbutiement, hein, ça fait quand même 1 an et demi. Je pense que ça fait à peu près 1 an et demi qu'ils ont eu les premières réunions et que le projet a émergé parce qu'effectivement, voilà, en faisant l'état des lieux de la distribution et des éleveurs, il y en avait beaucoup qui voulaient valoriser en carcasse. Et en viande bovine, principalement viande bovine, bio, c'est absolument pas possible pour les contraintes qui sont exigées du cahier des charges bio. Oui. Dans les boucheries artisanales. Donc en fait, si vous voulez, aujourd'hui, ça représente 25 éleveurs à peu près. Donc de toute production, bovin, ovin, porcin, volaille. Sauf le lapin que j'ai pas, mais ensuite pour l'instant, vu qu'on voudrait monter une SIC, on va faire plutôt une association de préfiguration de SIC, parce que la problématique, pourquoi on avait choisi la SIC, c'est quand même, ça c'est super important, c'est que finalement on voulait absolument que le salarié boucher soit à l'intérieur de la SIC pour que justement il ait une réelle volonté à contribuer à cette valorisation. Et qu'il n'est pas, comme on le sait des fois dans les métiers artisanaux où il y a vraiment beaucoup de liquide, etc., voilà, l'envie de piocher dans la caisse ou des choses comme ça, qu'il ait vraiment une contribution à cette valorisation, même vis-à-vis de l'explication aux clients. Je vais très vite, mais j'ai 2 minutes. Et vis-à-vis de la valorisation aux clients, dans, par exemple, la couleur de la viande de veau, il fallait absolument que ça soit quelqu'un de forcément motivé par la commercialisation de la viande de bio. Donc on va passer par une association de préfiguration de SIC. Donc l'objectif, c'est de absolument pas ressembler à une organisation professionnelle d'éleveurs. Parce que là, tous, justement, c'est pour ça que nous, animateurs, on a beaucoup à les former, justement, sur... parce qu'un jour ou l'autre, cette SIC, elle sera à eux. Ce ne sera pas à nous, animateurs ou chargés de projet ou qui que ce soit, de les faire travailler là-dessus. Donc, je les forme beaucoup sur les aspects juridiques et management, et surtout de communication entre acteurs, pour que justement ils soient bien tous responsables et qu'ils aillent tous bien dans un objectif collectif de la valorisation des viandes. Voilà. Donc c'est pour ça qu'après, vis-à-vis de la planification des animaux et tout ça, ça sera forcément une personne extérieure. C'est pour ça qu'aussi il y aura une structure coordinatrice qui sera à l'intérieur de la SIC, qui sera peut-être CIVAM, bio, qui sera peut-être autre. La clientèle de cette boucherie-là, c'est justement de la clientèle de particuliers qui viennent, ou c'est justement de la restauration collective ou d'autres bouchers qui prennent du pad qui ensuite... Alors en fait, on a fait 2 études de marché sur 2 villes différentes sur l'Ariège, donc ça serait vraiment des consommateurs de boucherie artisanale. On mène des études parce que là on est en projet avec les Biocop, de justement peut-être s'intégrer en tant qu'individuel dans des magasins Biocop. Donc en fait, ça serait des consommateurs bio, mais ceux qui ne sont pas végétariens, déjà. Et après, ça sera aussi de surtout capter ceux qui n'aiment pas la viande sous vide, quoi. Enfin, juste... Parce que dans un magasin bio, pour vous situer, magasin bio, ça représente quand même 8% de chiffre d'affaires de vente de viande. Donc c'est quand même, il y a matière à faire, quoi. Peut-être que ça sous-tend, je connais bien particulièrement de cette expérience, ça sous-tend peut-être derrière vos questions, mais si au final les éleveurs arrivent à vouloir monter cette boucherie interprofessionnelle, ça découle des diagnostics notamment auprès des distributeurs qui ont été réalisés. À la base, les éleveurs veulent se mobiliser pour commercialiser localement, à récupérer une meilleure plus-value sur leur viande, notamment les éleveurs bio parce qu'ils ont du mal à la valoriser en bio. Et donc derrière, quand les bouchers ont été rencontrés et il n'y avait d'une part pas de souhait de leur part
de travailler sur de nouveaux partenariats avec les éleveurs et encore moins de travailler sur la viande bio. Donc finalement, il y a eu le souhait de constituer quelque chose de différent à côté, mais où chaque corps de métier est respecté. Voilà, c'est pas les éleveurs qui s'improvisent bouchers, c'est on recrute un boucher, on recrute quelqu'un qui est spécialiste de la commercialisation, et c'est comme ça que Biocoop et les bouchers se sont joints. J'avais une deuxième question, en fait, c'était sur est-ce que les éleveurs utilisent ou utiliseront cet outil-là pour faire eux-mêmes de la vente directe? Alors, pour l'instant, on n'a absolument pas chiffré ce type d'aménagement. On n'a pas chiffré, par exemple, les machines sous vide. Donc, vraiment, non, pas pour le moment. Mais c'est un montage, donc on l'a chiffré, mais vis-à-vis des subventions, ça ne va pas passer. Donc, voilà. Martin Métayer, de Confédération Paysanne Champagne-Ardenne. Je voulais vous poser une question parce que là, dans le dispositif locataire, il a beaucoup été question d'accompagner les agriculteurs au départ de leur démarche, les agriculteurs et acteurs de territoire, au départ de leur démarche et au départ de leur implication dans les circuits courts. Mais je voulais savoir s'il y avait eu un peu des études sur un accompagnement à la pérennité. C'est-à-dire que, comme dans toute entreprise, il y a des nouvelles questions qui se posent chaque jour. On est sur des dynamiques collectives. Et dans quelle mesure ces groupes d'agriculteurs et ces groupes d'acteurs sont accompagnés dans la pérennité de leurs outils? C'est vrai que c'est une bonne question parce que souvent c'est au début du projet qu'on est très au contact du groupe, qu'on les aide et qu'on connaît les besoins et voilà. Et parfois, après, et puis en plus, qu'il peut y avoir éventuellement des subventions, donc ça facilite l'accompagnement. Souvent, le problème de l'accompagnement, c'est l'argent, c'est le temps de l'animateur. Moi, sur cette question-là, je pense que, comme ça a été cité ce matin, c'est par les réseaux qu'il peut y avoir des accompagnements. Donc, par exemple, des réseaux d'agritourisme qui recensent un certain nombre d'acteurs qui font de la vente directe ou de la diversification. Dans ce réseau-là, on est au quotidien au contact des producteurs qui font ça et donc on connaît leurs besoins. Éventuellement, on revient vers eux pour les accompagner. C'est vrai que même des réseaux, je parle des points de vente collectifs, ça existe beaucoup en Rhône-Alpes, par exemple. Je laisserai la parole à Mylène juste après. Il existe des associations qui mettent en réseau des structures de commercialisation collective et qui les accompagnent sur des questions ponctuelles qu'ils peuvent avoir au fil de l'eau, quoi. Voilà. C'est vrai que dans le projet locataire, on n'a pas vraiment étudié cette question-là. On a davantage travaillé sur l'émergence des projets. Donc, est-ce que c'est la remarque que je faisais qu'on n'a pas vraiment abordé l'action de la pérennité et dans les bilans qui ont été faits, ce sont des questions qui ressortent, quoi. Je peux faire peut-être une petite remarque. On est sur quand même des projets qui doivent dans le temps se pérenniser par eux-mêmes. On est avec des agriculteurs qui sont des acteurs, qui savent bien ce qu'ils veulent faire. Alors on le voit par exemple dans le projet de point de vente collectif, ce sont des agriculteurs qui ont choisi cette forme de vente. Et là, ce qui a été important, c'était la capacité de l'accompagnateur à bien comprendre ce qu'il voulait faire et à pas faire, comme on l'a vu, alors moi depuis un certain nombre d'années dans ma région, des structures accompagnatrices qui veulent faire pour les agriculteurs. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche de 1 an, 2 ans. Alors si on met beaucoup d'argent, ça arrive à se pérenniser quelques années. Mais c'est voué à aller dans le mur. Alors attention à vouloir avoir des grandes idées le matin. Moi je me dis, dans mon métier au quotidien, qui est aussi d'accompagner ces projets individuels, ces projets collectifs, c'est de savoir déjà écouter ces porteurs de projets, de leur donner effectivement un certain nombre d'éléments d'information liés à l'environnement, liés à la demande, c'est très important, on l'a vu là, mais c'est pas d'accompagner des projets qui ne doivent pas se pérenniser. Il faut, et de toute façon, on est avec des agriculteurs qui sont aussi des chefs d'entreprise, qui quand ils auront besoin, bien sûr, à certains moments, d'information, de formation, auront la capacité d'aller la chercher là où elle est dans leur environnement. Alors après, il manque parfois un certain nombre peut-être d'outils à certains moments, et on est là tous pour y réfléchir, mais attention aussi à penser à la place, pour moi, des agriculteurs. D'accord. Oui, je pense, Mylène Morel, Parc du Luberon. Je pense que c'est une question très importante parce que c'est la question de l'autonomie
des structures qu'on accompagne, hein, et aussi de la durabilité des exploitations aussi derrière. Hein. Donc, moi, je pense qu'effectivement, c'est aussi un champ de travail. Et il y a, je vois au niveau des points de vente collectifs comme au niveau des marchés, certaines formes qui permettent qui responsabilisent et qui permettent d'avoir des structures durables dans le temps. Enfin, moi, je pense que cette question de l'autonomie des structures collectives qui sont mises en place, elles sont extrêmement importantes par rapport à la fois au territoire et aussi par rapport aux exploitations qui sont investies dedans. Et que c'est un point vraiment à prendre en compte et à travailler. Très bien. Marjorie Jouan de Notre Europe. Moi, je voudrais approfondir un petit peu, justement, puisqu'on parle d'élevage, la question, je dirais, de la face immergée de l'iceberg, c'est-à-dire l'essentiel du revenu des agriculteurs, que ce soit les aides directes, que ce soit les mesures agro-environnementales et autres. Parce que ce que vous disiez, c'est que les agriculteurs sont tout à fait capables de savoir ce qu'ils vont faire en tant que chef d'exploitation, etc. On parle de la structuration de l'offre, ça crée un revenu, une valeur ajoutée en général, mais est-ce que vous avez discuté avec ces agriculteurs de certains changements de production, de façon de produire, etc., qui leur permettraient d'augmenter leurs revenus, à ce moment-là, non pas liés au marché, mais liés à d'autres types de ressources, c'est-à-dire vous faites l'essentiel des subventions qu'ils reçoivent, aides directes et autres. Parce que, bon, par exemple, récemment, j'ai discuté avec quelqu'un qui faisait 100% de vente directe en ayant un élevage de chèvres et qui disait je touche parce que j'ai des prairies fleuries et donc à ce titre-là, on récupère tant de milliers d'euros et puis ensuite on ajoute ça parce qu'on a tant de milliers d'euros, etc. Donc, est-ce que... Tu voulais commencer, Corinne ? Ouais, en fait... Alors c'est vrai que nous, on travaille un tant soit peu sur le revenu, puisque déjà de toute façon, en bio, effectivement, déjà on travaille beaucoup sur l'autonomie des fermes. Et on fait en sorte justement d'adapter les fermes, enfin dans les moyens du possible, comme on dit, pour que justement ils arrivent à produire des produits qui sont très demandés, qui sont demandés et qui sont achetés à leur juste valeur, quoi. Mais après, on ne va pas beaucoup plus loin dans les réflexions, quoi. On est beaucoup plus dans la technique et dans les développements commerciaux. Dans ce qui nous... Tu souhaites compléter, Nicoline ? Juste dire que dans les exploitations, enfin moi j'ai l'impression que les exploitations qui sont sur des circuits courts et sur de la transformation de produits, pour pouvoir mettre en vente des produits à forte valeur ajoutée, c'est souvent des exploitations qui dépendent moins que les autres des aides de la PAC, des mesures. Je constate que c'est souvent des plus petites exploitations, ça a été dit ce matin, et par exemple des maraîchers qui ne touchent rien de la PAC, quoi. Donc c'est vrai que... y a-t-il vraiment un lien ? Moi je pense que oui, parce que c'est mieux valoriser son produit et arriver à en vivre... sans dépendre des aides. Enfin, c'est ce que je constate, c'est un témoignage. Oui, alors moi je voulais aller un petit peu dans le même sens, ça dépend des familles de produits. Alors c'est l'objet d'un autre CASDAR, on travaille sur l'élaboration de références sur les circuits courts. Effectivement, le poids des subventions par rapport au chiffre d'affaires réel, c'est quelque chose d'important. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas comparer non plus, c'est difficile, du maraîchage, de la volaille, où le poids ne sera pas le même de fait, quoi. Bonjour, Christian Danel. J'accompagne une association de 70 producteurs en Isère pour monter un concept Alde des terroirs qui va rassembler les productions des 8 micro-filières, 8 gammes de produits. Je voulais vous demander, dans le cadre de votre projet de boucherie, si en cycle vous restiez dans le cadre des circuits courts. C'est une chose, un seul intermédiaire classique. Si elle travaille à façon, voilà. Une chose. Et deuxième chose, est-ce que vous avez pu démontrer la valeur ajoutée pour les producteurs, sachant que, visiblement, enfin, je suppose qu'il y a pas mal d'investissements. En tout cas, nous, c'est notre cas dans notre approche. Voilà. Alors, je vais peut-être répondre à la première partie de la question sur les circuits courts, parce que tout à l'heure, on utilisait le terme de circuit de proximité. Donc, je dirais, il y a une définition finicielle là, qui est sortie il y a quelques années, c'était un intermédiaire.
Il se trouve que on a su dépasser un petit peu cette définition et parfois aller jusqu'à 2 intermédiaires, puisque avec l'ADEB, donc l'association départementale de l'élevage bovin en Ariège, ils travaillaient avec un chevillard qui après permettait de distribuer dans des supermarchés en Ariège. Donc finalement on avait 2 intermédiaires, mais ça permettait d'avoir la viande locale sur le parc. Donc c'était des circuits de proximité et on a voulu retenir. C'était plus des circuits courts. Enfin, d'après la définition, c'était quand même plus court que certaines filières qui existent. Pour la seconde question, par contre, je vais laisser répondre Corinne. Alors pour la SIC, la valeur ajoutée des éleveurs, c'est que le montage financier que l'on a fait pour l'instant, sans partir dans des grandes péripéties financières, c'est que c'est eux qui ont choisi les prix d'achat de la boucherie. Puisque c'est le gros avantage de la SIC, c'est que chacun dit ce qu'il a, sans être exagéré, mais vu qu'ils ont un objectif collectif, que le boucher aussi indique ses prix et qu'on voit la rentabilité de l'outil globalement, mais finalement on est arrivé à un compromis qui les satisfait tous, quoi. On arrive à avoir des prix pas trop élevés pour le consommateur, un fonctionnement qui va être assez bon. Et donc ouais, pour l'instant, ça va se faire. Ça, c'est des prix moyens. Après, ça sera en fonction de chaque bête qu'on va décliner, oui. Et vous créez un outil neuf avec des investissements? Oui. Donc ces temps sont lourds, quand même. Mais après, pour répondre à votre question, ça sera bien du circuit court parce que donc ça sera la boucherie, la SIC ou l'association de préfiguration dans un premier temps qui abattra ces animaux. Ça sera une boucherie abatteur. Donc intégrer une partie des coûts. Pardon ? Ça permet d'intégrer une partie des coûts ça sur le montage. Ça permet d'intégrer une partie des coûts puisque c'est les éleveurs qui, par la restauration de ces abattoirs que l'on a dans la participation qu'on a dans les abattoirs départementaux, on va pouvoir utiliser ces abattoirs. Donc on n'aura pas de transport. Vu la situation des boucheries que l'on va faire qui seront proches des abattoirs. Voilà. Le rôle du maintien des 2 abattoirs sur l'Ariège a été vraiment crucial pour la structuration de l'offre en viande bovine localement. Ouais. Là, on peut vraiment en témoigner. Chantal Bruyère, donc élue au parc de Bruyère, également exploitante agricole. Donc, en ce qui concerne un peu la viande bovine et les expériences, on a donc nous l'expérience sur le parc de Bruyère de l'association qui s'est créée sous la marque Parc par rapport à la viande bovine. Ça s'est structuré tout doucement depuis donc 2008. C'est monté donc en puissance tranquillement. Donc c'est une association entre un abattoir. Alors malheureusement il y en a plus sur la Loire-Atlantique. Donc c'est un abattoir de Chaland donc en Vendée avec un négociant bestiaux, disons voilà, un chevillard. Et puis après avec des agriculteurs qui ont souhaité donc se développer sur la viande bovine. Et ça a démarré doucement. On est à peu près actuellement entre 15 à 20 bêtes semaine de vendues. Mais alors, voilà, j'entends beaucoup parler de circuits courts. On utilise un peu tous les réseaux, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, le boucher du coin, ils veulent pas tous, les restaurants, la restauration collective, mais aussi les grandes surfaces. Et je crois qu'il ne faut pas non plus les négliger parce qu'on a besoin de tout le monde. La restauration collective permet de vendre peut-être des transformations un petit peu, voilà, la viande hachée, la saucisse de bœuf, des ragoûts à cuisiner, ce qui a quand même du mal à se vendre dans les magasins de producteurs. Hein. Ça, pour le vivre aussi, nous, dans un magasin à côté, il y a quand même certaines pièces où c'est quand même difficile. Donc il y a besoin un petit peu de tout le monde pour y arriver. Mais bon, ça se fait, l'expérience est concluante pour le moment, et surtout, au-delà, disons, de l'aspect donc prix qui est intéressant, c'est aussi l'aspect projet pour les agriculteurs et mise en valeur de leur activité, reconnaissance. C'est un peu ça qui est aussi important, au-delà du prix, qui est intéressant, mais bon, c'est en fonction des cours. Mais c'est aussi voilà, la reconnaissance du métier, la reconnaissance, disons, de l'implication et de l'importance sur le territoire. Et ça, je crois que ça n'a pas de prix. Oui, bonjour, Valérie Cossiamba. Donc, je suis géographe et je travaille plus particulièrement sur les liens entre l'agriculture et le numérique en Aquitaine. Et on a travaillé donc, sur circuits courts et numérique. Et on s'est aperçu qu'il y avait des liens très forts. Or,
je n'ai pas du tout entendu parler de l'utilisation des outils numériques dans la logique des circuits courts et comme relais de vente pour les circuits courts. Alors je ne sais pas, est-ce que vous avez un petit peu développé ce type d'outils, notamment pour vendre ensuite les produits en circuit court aux touristes qui sont venus dans vos parcs nationaux, ou bien est-ce que c'est des choses des expériences qui ont déjà été faites? Voilà, parce que depuis ce matin, je n'ai pas du tout entendu parler, alors que c'est une problématique qui émerge. Dans le cadre du projet locataire, si je me souviens bien, c'est dans le parc du Ballon des Vosges, ils ont mis en place ce type d'expérience. Après, Manger Fermier. Donc un site qui s'appelle Manger Fermier. Oui. Voilà. Comme on l'a dit tout à l'heure, les pistes d'action, on a essayé de les faire émerger quand même un maximum des producteurs pour ne pas les amener à faire des choses qu'ils ne veulent pas. Et il faut avouer que c'est pas forcément les premières idées qu'ils peuvent avoir. Et que c'est pas forcément ce qui les motive le plus aussi. D'accord. Je suis désolé de. Ça a émergé sur notre territoire. Non, il n'y a pas eu d'expérience apparemment sur. C'est vrai que sur le territoire français, ça bouillonne pas mal ce type d'expérience quand on regarde un peu. Oui, voilà, c'est. Oui, ça existe. Il n'y a pas de. Voilà, en France, il y a beaucoup d'expériences dans ce sens-là, mais effectivement, il faut un consommateur qui est prêt à acheter aussi par ce biais. C'est clair que quand la clientèle est un peu âgée, locale, c'est pas toujours le meilleur outil pour se faire connaître et pour vendre, quoi. Mais il existe des exemples très intéressants à regarder, à étudier dans ce domaine-là. Oui, on a Riège, on a quand même c'est un chevillard, non ? Un chevillard qui vend des steaks par correspondance partout en France. Et on l'a pas accompagné. Mais... J'allais ajouter, excuse-moi, juste que ça dépendait effectivement des produits. Enfin, nous, on le voit beaucoup sur des produits facilement, du genre les cosmétiques, l'huile essentielle de lavande, les choses comme ça, c'est facile à envoyer. Le safran, les choses comme ça, c'est à forte valeur ajoutée et puis c'est pas compliqué à envoyer. Mais c'est vrai que sur la viande, c'est peut-être plus délicat. C'est vrai que nous Non, les expériences sont beaucoup plus nombreuses que des produits relativement... Effectivement, on a depuis, je dirais même moi, depuis qu'Interness existe, un certain nombre de producteurs qui vendaient beaucoup par correspondance. C'était le prolongement, en fait, après, sur des produits, le lait de jument, ou les plantes vivaces rares, tous ces produits un petit peu... Actuellement, c'est utilisé même par des producteurs qui ont un blog où le consommateur laisse sa commande et le producteur prépare sa commande. Enfin, le style un petit peu, si vous voulez, le drive du supermarché, au contraire, c'est en plein développement. Et beaucoup de points de vente collectifs sont... C'est ce qu'on a construit en Aquitaine, mais c'était pour savoir si sur l'ensemble de la France, pas forcément dans les territoires. On avait ce type de... Au parc Périgord-Limousin, j'étais éleveur et j'ai fait de la vente directe pendant 10 ans. Et quand je me suis penché sur cette question-là il y a 10 ans, le problème de la vente par le numérique, c'était que ça changeait le statut fiscal de la vente. C'est qu'on n'était plus dans de la vente directe et que, alors à l'époque, je suppose que ça a changé. Et note de service, donc la DGAL a bien précisé ce point-là, voilà. Qui date de l'année dernière et qui nous précise bien que ça reste complètement de la vente directe. Alors, bien sûr, dans le passé, il y avait des interprétations selon nos départements. Voilà. D'accord. Bon, bah alors tant mieux si le problème est résolu. Ça arrive. Oui, c'était donc bonjour à tous, Maël Cabé, chargé de mission agriculture au parc du Morvan. C'était une question à l'intention de la dame qui est élue en Brière et qui dans le parc des Brières et qui est aussi éleveuse bovin. J'étais assez impressionné par votre chiffre de 15 à 20 bêtes par semaine. Et en fait, je ne sais pas si ça va intéresser tout le monde, mais je voulais savoir si, comme vous dites que vous touchez à tous les débouchés sur la viande bovine, je voulais savoir comment vous vous organisiez, parce que je vois qu'il y a pas mal d'initiatives de structuration pour faire la viande bovine en local, mais souvent on choisit un consommateur, la restauration collective, les particuliers. Et moi, sur le parc où je suis, il y a eu un gros travail d'accompagnement de 10 éleveurs bovins qui ont fini finalement à 3, mais qui sont maintenant bien soudés et qui vont sur le particulier, mais la restauration collective, ça reste très compliqué pour l'équilibre carcasse. Et donc, je voulais savoir si vous arriviez à vous organiser, à passer 15 à 20 bêtes semaine, tout confondu, ou si c'était vraiment quelques éleveurs qui vont sur la restauration collective, d'autres qui vont sur le particulier. Parce que si vous avez réussi à faire ça, alors là, je suis vraiment intéressé. Alors, d'accord. Oui. Donc, il y a 30 éleveurs au total. Alors, en fin de compte, c'est la personne, c'est l'abattoir qui est chargé, disons, d'effectuer la vente.
fin de compte, donc c'est lui qui s'occupe de cette partie-là et qui contacte, qui fait le commercial, donc auprès des restaurateurs, des bouchers, de la restauration collective. Et on s'appuie donc également sur un projet qui est en train de se lancer, un projet de territoire sur l'ensemble du territoire de Saint-Nazaire, presqu'île de Guérande, sur la restauration collective et les circuits courts et toute une approche partenariale mais entre tous les acteurs, disons, intercommunalité, Parc de Brière, les agriculteurs et les différents réseaux, voilà. D'accord. Chambre d'agriculture, agriculture biologique. Voilà, c'est plus une réflexion que je partage avec vous et une manière de rajouter une couche sur la question du numérique, parce que je n'y vois que des avantages. Ça permet de poursuivre la relation. J'enfonce une porte ouverte, mais parfois des portes ouvertes étaient fermées il y a encore quelques temps. Ça permet de poursuivre la relation de fidélité entre le producteur et son client, qui a par ce moyen la possibilité de s'approvisionner, etc. Et ça peut aussi, sur un plan purement conceptuel, acculturer les gens au fait que les circuits courts, ça peut se faire aussi dans la distance, à partir du moment où il n'y a pas plus d'intermédiaires que ça entre le client et puis le producteur, ça reste du circuit court. Hein, voilà. Et puis dernière chose, ça permettrait aussi de remettre dans le jeu du développement local un acteur historique. Il ne le sait pas, il n'a pas toujours su, mais il l'a été de fait, qui a tendance à s'en retirer et qui pourrait être finalement un acteur, un promoteur des circuits courts. J'ai nommé La Poste, qui pourrait régler des problèmes d'acheminement et qui en plus est, je crois, devenu aussi un opérateur dans l'Internet, etc. Donc ce n'est pas simplement une boutade, hein, c'est aussi une illustration possible de la possibilité de remettre dans le jeu de grands opérateurs dans le développement d'initiatives comme les vôtres. Très bien, merci. Donc Cédric Monteau du parc des Causes du Quercy. Il y a un mot que j'ai pas entendu moi dans la question sur la structuration des circuits courts à l'échelle du territoire et pas uniquement sur quelques projets ou sur une entrée filière, mais d'avoir vraiment une réflexion territoriale. C'est la question de la logistique. Je suis un peu étonné de voir parce que pour moi l'offre, le clé du développement des circuits longs dans les années 70. Ça a été les grandes plateformes logistiques des supermarchés qui ont tout révolutionné et qui ont fait une explosion énorme de ces circuits. Et le nœud pour le développement à l'échelle d'un territoire des circuits courts, c'est aussi la question des logistiques pour permettre aux producteurs, à un coût à peu près équivalent, d'aller pouvoir fournir la cantine, son petit marché et de pouvoir associer plusieurs produits. Et est-ce que justement, dans un peu ce gros brainstorming qui a eu lieu dans le projet, vous avez pu réfléchir à la viabilité économique de ces plateformes? Alors moi j'entends Internet, mais c'est là encore une nouvelle révolution des années 2000 qui chamboule tout un peu, de se dire bah tiens, on a peut-être de nouveaux logiciels qui vont permettre de redonner un peu des marges de manœuvre aux petits producteurs, aux producteurs locaux, pour se créer des plateformes peut-être virtuelles. C'est un peu à la mode en ce moment, les plateformes virtuelles. On n'est pas obligé de le faire jusqu'à de l'achat par Internet comme le font, mais ça peut être uniquement de l'organisation de l'offre pour se mettre ensemble et de faciliter. Mais l'Internet, c'est une utilité, mais il y a aussi peut-être à réfléchir sur des véhicules, sur des outils de stockage. Comment ça a été pensé, et là, cette fois-ci, à l'échelle du territoire, et à quelle échelle, l'éco? Maël, je crois que si tu voulais intervenir sur la plateforme Regaldoc. Non, donc sur le Languedoc, donc ça sera l'objet de l'atelier 6, je crois, tout à l'heure. Donc il y a eu un gros travail, effectivement, de structuration de l'offre locale, mais tout produit confondu, par contre, là. Et sur la restauration collective, hein, donc création d'une association avec catalogue producteur, une animatrice à plein temps, voilà, avec objectif de provisionner la restauration collective. Donc moi j'ai intervenu sur le frein, on va dire collectivité, c'est-à-dire les réticences sur les aspects juridiques, les aspects des coûts, etc. Et ils ont réussi à passer ces freins-là avec certaines des collectivités du parc. Et donc après ils se sont heurtés au dernier frein, c'est le frein logistique. Donc là, je rejoins complètement Cédric, ça c'est un frein par lequel il faudra de toute façon passer. Donc là, je pense qu'on ne réinvente pas la poudre, il faut s'appuyer sur les réseaux qui sont faits en circuit long, il faut essayer de recréer ça au niveau local, mais pour rationaliser un circuit de livraison, il n'y a pas d'autre moyen que de faire le moins de kilomètres possible et de stocker les produits. Et donc sur le parc du Haut-Languedoc, ils ont réussi à trouver 2 locales, 2 points de chute de livraison, de stockage des produits sur le territoire du parc, donc ça a pris du temps. Et ils s'appuient, comme
comme on essaie de faire dans beaucoup de territoires, ils s'appuient sur l'existant et entre autres une coopérative de légumes qui fait partie de l'association Régaldoc et qui livre déjà le territoire. Donc sur toute la partie est du parc, ils s'appuient sur cette coopérative. Et sur la partie ouest, il faut dire que c'est un petit peu le bordel en parlant poliment. C'est toujours un petit peu du coup par coup. C'est compliqué et je pense qu'il ne faut pas trop regarder la rentabilité là, des trajets parce que ça n'est pas bonne, quoi. Voilà. Mais c'est compliqué et dès qu'on parle après de coûts de livraison, on a aussi étudié l'autre option, si on ne peut pas s'appuyer trop sur l'existant et qu'on prend un prestataire de livraison, c'était de voir, donc là après il faut peut-être des chercheurs, il faut peut-être des gens très techniques sur voir comment ils avaient calculé que pour faire un circuit de livraison rentable, il fallait que le coût du transport dépasse pas 8% du chiffre d'affaires du camion. Donc c'était de voir en fonction des repas qu'on allait livrer, donc de faire des tableaux Excel et puis de voir, ou d'avoir d'autres logiciels que moi je connais pas, de voir en fonction des repas qu'on va livrer, qu'est-ce qu'il faut mettre dans le camion pour que ce soit rentable, quoi. Et on se rendait compte qu'il valait mieux faire des repas à base de viande et de haricots verts que de viande, voilà, que de salade ou de pommes de terre qui pèsent lourd et qui sont pas chères. Donc Xavier Maurice, je suis producteur, maraîcher, arboriculteur. L'essentiel de notre production est vendu en circuit court. Et j'ai pas vraiment de questions. Depuis ce matin, les débats sont fort intéressants. Mais ce qui m'ennuie, c'est que on vient tous de régions différentes, mais on aurait dû venir avec des producteurs. Ma constatation, on parle de circuit court avec des producteurs, et on est très peu de producteurs. Ça, c'est... Et la notion de producteur, j'ai entendu parler d'entrepreneurs, comment... J'ai mis note. J'ai pas vraiment entendu ouais, j'ai entendu parler d'acteurs. Et j'ai pas entendu parler de producteurs. Bon, je dis pas ça me désole un petit peu, mais on est au cœur du problème des circuits courts. Et voilà, Ben, on va terminer au niveau des interventions du public sur votre note. Enfin, je pense que c'est un message qui aura été entendu. Juste Françoise. Une petite synthèse, je vais faire vite, Blaise. Merci. Alors, on a beaucoup parlé d'enjeux économiques, je trouve, autour des circuits courts. Effectivement, quelle est la valeur ajoutée apportée aux producteurs? Est-ce que c'est une valeur ajoutée réelle? Est-ce qu'on ne refait pas des choses qu'on a déjà fait un peu dans le passé? Alors, on a parlé des outils au service de ces circuits courts. Alors, Internet, la question, bien sûr, de la logistique, de l'organisation de plateformes. Je mettrais aussi derrière l'outil connaissance, diagnostic, pour moi, qui est aussi un outil dont on a plus parlé dans les témoignages, qui était la connaissance de la demande, la connaissance de l'offre. Et puis, enfin, un point important qui tourne autour de l'accompagnement. Quel accompagnement et quelle autonomie des projets dès le départ est nécessaire à la pérennisation de ces projets. Voilà, j'espère que j'ai repris toutes les idées. C'était un défi de conclure en quelques phrases comme ça.